Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de Parkinson Québec. Aujourd'hui, le 26 octobre, si je ne me trompe pas, 14 heures. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle journée, puis que vous êtes en forme aujourd'hui. Je me présente, je suis Anne Baudouin de Parkinson Québec. Je travaille pour l'association comme responsable de la ligne 1-800, la ligne d'information et de soutien. Et ça me fait encore une fois, ça me fait plaisir d'être là aussi aujourd'hui avec vous. Euh, Deux petites consignes pour rendre le webinaire agréable. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre vos caméras et le son de vos ordinateurs. Et je vous préviens que le webinaire va être enregistré aujourd'hui et diffusé sur notre chaîne YouTube Parkinson Québec quelques jours suivant ce webinaire-là. Alors, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre invité. On a l'honneur d'avoir Monsieur Jean-François Gagnon, qui est professeur en neurologie au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Et aussi, il réalise des travaux de recherche au Centre d'études avancées de médecine du sommeil à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et aussi à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Monsieur Gagnon nous fera une présentation d'environ 1 heure incluant une période de questions à la fin. Il va nous parler aujourd'hui des troubles du sommeil. Il va nous parler des causes, c'est quoi exactement les troubles du sommeil, et nous diriger vers des solutions, des moyens pour que vous jouissiez d'un sommeil récupérateur. Alors, Monsieur Gagnon, est-ce que je vous ai bien présenté? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter dans mon introduction? Oui, très, très brièvement, c'est ça. Je suis professeur au département de psychologie. Donc, je ne suis pas professeur au département de neurologie. Je ne suis pas médecin également, donc ma formation, c'est neuropsychologue, bien que je ne sois pas neuropsychologue maintenant. Bref, je suis professeur de neuropsychologie à l'Université du Québec à Montréal. Super, merci beaucoup de spécifier votre titre. Alors, ben, je vous laisse la parole pour faire votre présentation. Puis, comme je vous ai dit, à la fin, on réservera quelques questions pour Monsieur Gagnon. Je vous laisse la Parfait, parole. ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je tenais à préciser quand même les titres parce que n'étant pas médecin également, je suis limité dans ma capacité au niveau entre autres, des traitements médicaux au niveau des troubles du sommeil. Donc, on va, juste que vous le sachiez, parfois dans la réponse à certaines questions, je peux être plus limité dans ma capacité de répondre. Donc, allons-y. Donc, le plan de la rencontre aujourd'hui, c'est, je vais tout d'abord vous faire une brève introduction. Je vais vous parler un peu du sommeil comme tel, c'est quoi ce processus physiologique-là. Et je vais vous parler bien sûr des perturbations du sommeil qu'on retrouve dans la maladie de Parkinson. Je vais vous parler de certains facteurs de risque et comment qu'on peut intervenir. Et étant universitaire, c'est certain que j'ai beaucoup de matériel à vous présenter. Probablement que parfois je vais passer rapidement, mais à la fin, j'ai une belle diapo avec beaucoup de ressources, beaucoup de liens vers des ressources, des organismes qui vont, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous trouvez que je suis passé rapidement sur certains aspects, vous allez avec ces ressources-là avoir accès là, à du matériel supplémentaire et à des précisions par rapport à ce que je vais vous donner comme conférence. Donc, ici, c'est peut-être la diapo la plus importante. Vous voyez en fait trois graphiques. Le premier, ce sont des adultes âgés. À côté, vous avez le diabète, qui est une maladie chronique, et vous avez la maladie de Parkinson en rouge, qui est la maladie dont on parle aujourd'hui. Et ici, on parle de prévalence d'une plainte d'un mauvais sommeil. Donc, on ne parle pas d'un diagnostic de trouble de sommeil, mais bien d'une plainte d'avoir un sommeil qui est perturbé. Et vous voyez que comparé à des individus qui n'ont pas la maladie de Parkinson, en santé, c'est presque 2 fois plus chez les gens qui ont la maladie de Parkinson que de plaintes à propos du sommeil. Et c'est beaucoup plus élevé également que dans le diabète, qui est une autre maladie chronique. Donc, c'est vraiment
le sommeil est un processus physiologique qui va vraiment interpeller les gens qui ont la maladie de Parkinson, qui vont avoir une plainte quelconque d'un changement de qualité dans leur sommeil. On connaît bien la maladie de Parkinson pour les symptômes moteurs. C'est ce qu'on voit. En fait, c'est ce qui est surtout évident. Donc, c'est le dessus de l'iceberg. Ensuite de ça, vous le savez, de plus en plus, on parle beaucoup des problèmes non moteurs. On parle des problèmes cognitifs, des problèmes d'olfaction, par exemple. Et on parle également des problèmes des perturbations du sommeil. Et les principales perturbations qu'on retrouve et qu'on va détailler par la suite, ce sont ce qu'on appelle l'insomnie, donc des difficultés à trouver le sommeil, une mobilité réduite dans le lit, donc des difficultés à se tourner, à se déplacer dans notre lit, ce qui perturbe notre sommeil, de la somnolence durant la journée, des rêves agités et ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Donc, ce sont les principaux problèmes qu'on observe dans la maladie de Parkinson et que je vais vous détailler par la suite. Donc, je vous parle un peu du sommeil. C'est quoi le sommeil? Ben, c'est un processus physiologique qui est essentiel, hein. Tous les humains vont dormir. Important pour la santé physique. De plus en plus d'études montrent que le sommeil est important pour la croissance, pour la réparation de certains tissus, pour notre santé cardiovasculaire, pour notre cerveau et bien sûr pour la plupart des autres systèmes du corps humain. Et ce qui nous touche peut-être un peu plus et qu'on observe de façon plus importante, c'est à quel point notre sommeil est important pour notre santé mentale et notre santé cognitive. Donc, notre humeur durant la journée, notre capacité à nous concentrer, à être attentif. Donc, le sommeil va jouer à la fois des pertes de sommeil aigus, mais également des problèmes de sommeil un peu plus chroniques, à quel point ils vont avoir un impact important sur notre santé mentale et notre santé cognitive. On se fait souvent demander, c'est combien de temps je devrais dormir? C'est quoi la quantité de sommeil qui est recommandée? Ici, vous avez des recommandations qui sont de la Fondation nationale sur le sommeil. Donc, selon tous les âges, on donne une ordre de grandeur de qu'est-ce que devrait être une nuit de sommeil relativement normale. Donc, chez les gens de notre âge, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais si on se retrouve dans la catégorie, la boîte verte ici, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil. Par contre, il y a des gens qui vont avoir 5 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, 9 heures de sommeil ou 10 heures de sommeil, et c'est tout à fait correct. Ça fait partie de ce qu'on appelle la normalité. Par contre, si on dépasse ou si on est en dessous de ces chiffres-là, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui devrait nous interpeller. Peut-être qu'il se passe quelque chose avec notre sommeil et qu'on devrait investiguer un peu plus. Ceci étant dit, il n'y a pas de chiffre magique. Il n'y a pas une quantité standard de sommeil recommandée. La vraie réponse à cette question-là, c'est si on me demande quelle est la quantité de sommeil que je dois avoir, ben, je vais vous répondre, c'est celle qui est nécessaire pour être bien reposé le lendemain. Et ça varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont très bien dormir, vont très bien fonctionner avec 5 à 6 heures de sommeil, d'autres moins bien. Donc, c'est vraiment ce qui vous touche, vous, personnellement. Et lorsqu'on parle de dette de sommeil, ben, c'est bien sûr c'est la quantité de sommeil nécessaire, basée un peu sur le graphique que je viens de vous présenter. Et on réduit de ça notre sommeil réel. Parce que notre sommeil réel, lui, va être perturbé par plusieurs facteurs, que ce soit le stress, la gestion de notre quotidien, des mauvaises habitudes de vie qu'on a, par exemple, écouter la TV, utiliser nos tablettes juste avant de nous endormir. Bien sûr, la maladie de Parkinson comme telle va toucher dans le cerveau des structures importantes pour le sommeil. Il y a tout ce qu'on appelle la médication que vous prenez qui peut également affecter la qualité du sommeil. Donc, vous voyez que le sommeil réel, lorsqu'on a la maladie de Parkinson, peut être affecté de bien des façons. Donc, on va essayer de démêler un peu tout ça. L'important, c'est que ça peut entraîner une dette de sommeil. Et cette dette de sommeil-là, ce manque de sommeil-là, ben, peut nous perturber dans la vie de tous les jours, peut avoir un impact à long terme également. On va se sentir plus somnolent durant la journée, on va être moins attentif, plus fatigué, moins vigilant, plus irritable également, moins de patience. On peut se sentir plus anxieux, plus de difficulté à réguler nos émotions, être affecté par des petits riens. Plus triste également, c'est peut-être une journée un peu plus noire, un peu plus maussade. Notre concentration, notre mémoire va être moins bonne durant cette journée-là. Et je pense qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive des mauvaises nuits de sommeil. C'est fréquent, surtout lorsqu'on vieillit, surtout lorsqu'on a la maladie de Parkinson. Donc, c'est tout à fait normal, après une mauvaise nuit de sommeil, d'avoir justement d'être un peu plus affecté, un peu plus irritable, un peu plus triste. Donc, ça fait partie des conséquences d'une mauvaise nuit de sommeil.
Comment qu'on peut évaluer le sommeil? Je vais vous parler de deux choses. Donc, premièrement, il y a un dépistage qu'on peut faire. Un dépistage qui va se faire à partir de questionnaires, des questionnaires qui ont été validés. Et certains questionnaires vont cibler spécifiquement les gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, si vous voyez votre médecin et ou votre neurologue et que vous lui parlez que vous avez des difficultés avec votre sommeil, on va d'abord faire un dépistage à partir de ces questionnaires-là. Ici, je vous montre en fait un exemple. Donc, c'est des questionnaires que vous remplissez euh, que vous entourez souvent un niveau de sévérité. Ici, c'est un questionnaire sur l'insomnie, par exemple, mais il en existe également sur la somnolence, sur la qualité globale de votre sommeil. Et il y a deux échelles ici qui, je crois, ont été traduites en français et qui vont être un peu plus spécifiques aux gens qui ont la maladie de Parkinson, mais les autres questionnaires sont tout à fait adéquats ici. Donc, questionnaire pour dépister, et si votre neurologue ou votre médecin sent le besoin d'aller un peu plus loin parce que c'est peut-être que ce que vous lui décrivez ou les résultats au questionnaire sont complexes, qu'il va avoir besoin d'un spécialiste pour l'aider, bien, il existe des cliniques de sommeil, il y en a plusieurs au Québec. Il peut y avoir des temps d'attente, ça dépend toujours d'une clinique à l'autre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer votre sommeil durant la nuit au laboratoire. Donc, on va vous poser des électrodes, euh, sur les membres au niveau de votre cuir chevelu pour enregistrer différents paramètres. Dans ces paramètres-là, on va enregistrer l'activité électrique de votre cerveau, on va enregistrer l'activité musculaire, les mouvements, parce qu'il va y avoir une vidéo qui va vous filmer pour capter certains mouvements, donc l'activité du menton, des yeux, les bras et les jambes. Et on va bien sûr calculer votre respiration également, le rythme de votre respiration. Est-ce qu'on note des moments où la respiration est interrompue? On va par le fait même enregistrer votre rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Tout ça dans le but de faire un diagnostic, donc de préciser quelle est la cause, quel est le problème responsable de votre perturbation du sommeil. Et le sommeil, ben, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un état dans lequel il se passe rien. Le sommeil, en fait, oui, il y a une activité un peu plus lente des paramètres physiques, de l'activité de notre cerveau, mais ça varie beaucoup d'une période à l'autre. Donc, typiquement, chez un être humain, le sommeil, on va traverser différentes phases. Au tout début, il va y avoir ce qu'on appelle la phase d'endormissement, suivi d'un sommeil qu'on appelle un sommeil léger. Donc, vous allez tranquillement vous endormir, votre sommeil va devenir de plus en plus profond. Il y a quand même une bonne période de temps dans laquelle on va considérer votre sommeil comme étant léger, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement vous réveiller sans que vous soyez tout mélangé. Vient ensuite le sommeil lent profond et il va s'ensuivre une période qu'on appelle la période de sommeil paradoxal, durant lequel c'est comme si votre cerveau allait s'éveiller. Et c'est durant cette période de sommeil-là qu'on observe les rêves, en fait, les rêves les plus vivides, les plus émotifs. Et ce cycle-là, ces phases-là, peuvent se reproduire 4 à 5 fois durant la nuit. Donc, c'est vraiment une suite de ces phases-là sur une période d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Et par la suite, on recommence. C'est-à-dire qu'on va avoir un mini-éveil suivi d'une période d'endormissement. Donc, on va retraverser ces différents stades de sommeil-là. Donc, durant la nuit, il y a des périodes où notre sommeil est plus profond et des périodes où notre sommeil est plus léger. Donc, où c'est plus facile de se faire réveiller ou d'être réveillé par des stimuli externes dans notre environnement ou même, par exemple, une envie d'uriner, par exemple, ou un besoin de bouger parce qu'on a de la douleur. Donc, il va y avoir des moments un peu plus fragiles durant notre nuit où c'est plus facile de réveiller la personne. Ici, qu'est-ce qu'on a en fait? C'est dans la maladie de Parkinson, le sommeil peut être perturbé par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qu'on peut changer, puis il y a des facteurs qu'on peut pas changer. L'âge est un facteur qu'on peut pas changer, d'accord? Avec l'âge, notre sommeil se fragilise. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Tous ces facteurs-là, on va les détailler par la suite. Bien sûr, le niveau de stress qu'on vit durant la journée et à long terme va avoir un impact sur notre sommeil. Le sommeil est très, très fragile au stress qu'on peut vivre durant une journée ou sur une plus longue période de temps. La maladie comme telle, à la fois la maladie de Parkinson, qui va avoir un impact sur votre sommeil, mais toute autre maladie qu'on peut avoir et qui sont associées, par exemple, au vieillissement, que ce soit des infections ou d'autres maladies, des fractures ou quoi que ce soit. La médication qui est prise pour traiter à la fois la maladie de Parkinson ou d'autres symptômes, certaines médications peuvent avoir un impact sur le sommeil. Et bien sûr, nos mauvaises habitudes de vie, on va en parler beaucoup vers la fin. Veut pas, le sommeil est vous allez voir un processus qui doit être bien organisé. On doit avoir une routine qui nous permet d'avoir un bon sommeil. Donc, si cette routine-là, elle est changée, si cette routine-là, elle est perturbée, ça peut avoir un impact. Et parfois, ce sont des mauvaises habitudes de vie qu'on va avoir qui n'auront
pas beaucoup d'impact lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est des jeunes adolescents, lorsqu'on est autour de la trentaine, de la quarantaine. Mais si plus on vieillit, plus ces mauvaises habitudes-là risquent d'avoir un impact sur notre sommeil parce que notre sommeil est en train de se fragiliser avec le vieillissement. Et je vais vous parler bien sûr de certaines interventions sur les facteurs qu'on peut changer, qu'on peut aborder. Donc, l'insomnie, c'est probablement l'une des plaintes les plus importantes dans la maladie de Parkinson. C'est au-dessus de 40% des gens qui ont la maladie de Parkinson qui vont en souffrir, et c'est de 2 à 3 fois plus important que chez les gens âgés qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Et contrairement à ce qu'on observe habituellement, c'est-à-dire une difficulté à trouver le sommeil dès le moment où on veut aller au lit, ce qu'on observe le plus dans la maladie de Parkinson, c'est une difficulté à maintenir son sommeil. Et ça, c'est pas général, c'est pas tout le monde qui vit ça, mais ce qu'on observe, le patron de perturbation du sommeil qu'on observe, c'est que les gens vont assez bien s'endormir, vont dormir de 2 à 3 heures, donc vont avoir 1 ou 2 cycles, et tout à coup, ils vont se réveiller, et cet éveil-là peut durer plus de 30 minutes. Et c'est là qu'on va parler de difficulté à maintenir son sommeil. Donc, ce sont des réveils nocturnes qui sont fréquents, des réveils prolongés, en fait, c'est des éveils nocturnes, un éveil qui est prolongé, ou en fait de se réveiller trop tôt le matin. C'est-à-dire que si habituellement on se réveillait vers 7 heures, ben maintenant vers 5 heures on se réveille et on est incapable de retourner dans son sommeil. Donc on parle vraiment de difficulté à bien maintenir son sommeil, bien que parfois ça puisse être des difficultés à initier le sommeil. Mais le patron le plus fréquent qu'on observe, c'est à maintenir son sommeil. Ce qui fait qu'on va avoir un sommeil qui est insuffisant, un sommeil qui est non réparateur et qui va avoir un impact dans la vie de tous les jours. Donc, c'est important cet impact-là. C'est que pour qu'on parle d'insomnie, le problème doit être là depuis plusieurs semaines, se répéter durant plusieurs nuits dans la semaine et surtout avoir un impact sur notre vie lorsqu'on est éveillé. Donc, des difficultés à se concentrer, une humeur qui est vraiment anxiété, tristesse et de la difficulté en fait à accomplir nos activités quotidiennes. Autre problème qu'on observe, c'est une mobilité réduite lorsqu'on est dans le lit. Ça porte un nom, c'est l'hypokinésie nocturne. Touche beaucoup de patients, pardon, j'utilise le mot patient. Je suis désolé, c'est plutôt personnes atteintes avec la maladie de Parkinson. Ça touche donc plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment des difficultés à se mouvoir, à bouger dans le lit, donc à se tourner, à sortir de son lit. Veut pas avec cette difficulté-là que les gens qui ont la maladie de Parkinson ont à bouger, les problèmes moteurs. Ça va être plus difficile de se déplacer dans le lit, donc de trouver parfois une position qui est confortable. Et même parfois, si on veut aller uriner, si on veut sortir du lit, ben, on est à risque de chute un peu plus. Et ça peut être associé à des crampes, à des douleurs, à des problèmes de constipation qui vont nous incommoder durant la nuit, des brûlements d'estomac, des envies d'uriner. Donc, tout ça, on l'observe dans le vieillissement normal, mais également un peu plus dans la maladie de Parkinson. Ça va apparaître ces problèmes-là dans les stades un peu plus avancés, donc modérés, avancés de la maladie de Parkinson. Il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut modifier l'environnement, donc utiliser des aides pour se déplacer dans le lit, donc parfois des barres qui nous facilitent, qui nous permettent de nous lever, par exemple. Et avec le neurologue ou le médecin, on peut regarder un peu au niveau de la médication antiparkinsonienne, est-ce qu'il y aurait des possibilités de l'ajuster pour que durant la nuit, l'impact des troubles moteurs soit moins important. Donc, s'assurer de voir si on peut pas modifier les doses ou le moment où le médicament est pris, surtout si le problème de mobilité prend beaucoup d'ampleur, prend beaucoup d'impact. L'autre aspect dont je vous parle, c'est la somnolence durant la journée. Euh, Ça touche à peu près plus de 35% des gens qui ont la maladie de Parkinson, un peu plus que dans la population normale, mais il faut quand même savoir que la somnolence, on la retrouve là, chez 20 à 30% des gens âgés qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Bon, on parle quand même d'une prévalence un peu plus élevée dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est vraiment une propension à s'endormir lorsqu'on exécute des activités qui sont plus ou moins stimulantes. Donc, c'est des envies de dormir. Donc, on ne parle pas de fatigue comme telle. Dans la fatigue, on se sent fatigué, mais on ne va pas nécessairement avoir envie de dormir. Ici, quand on parle de somnolence, c'est vraiment une pression de vouloir aller dormir, de sentir qu'on a besoin d'aller dormir. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on va vérifier un peu la qualité du sommeil durant la nuit. Est-ce que la personne a un bon sommeil durant la nuit? On va vérifier la médication également. Il y a certains médicaments qui peuvent entraîner une somnolence plus importante. On parle entre autres du Mirapex et qu'on appelle le Pramipexole qui a été associé à cette somnolence-là. Donc, c'est important de bien vérifier. Et c'est pour tout le monde qui vont faire l'association entre Mirapex et
somnolence, mais si tout à coup, depuis la crise du Mirapex, vous avez ces épisodes de somnolence-là, je crois que c'est important d'en parler avec votre médecin. Et parfois, qu'est-ce qu'on observe dans la maladie de Parkinson chez certaines personnes? C'est ce qu'on appelle des attaques de sommeil. Donc, c'est vraiment, ça va être des envies beaucoup plus fortes, beaucoup plus soudaines de dormir. Et encore là, il faut regarder un peu la médication, qu'est-ce qu'il y en est avec la médication, et en parler à son neurologue. Autre problème qu'on observe, c'est ce qu'on appelle les rêves agités, et ça porte un nom. Ça porte le nom de trouble comportemental en sommeil paradoxal, qui touche quand même près de 40% des gens qui ont la maladie de Parkinson. Et qu'est-ce qu'on voit se produire? Et c'est un problème de sommeil qui peut même apparaître plusieurs années avant le développement de la maladie de Parkinson. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis quelques nuits, la personne va crier, donner des coups, bouger de façon excessive pendant la nuit, pendant son sommeil. Ça peut arriver plusieurs fois dans la nuit, ça peut arriver quelques fois par semaine ou quelques fois par mois. Donc, c'est très difficile d'identifier les moments, surtout qu'on s'en rend pas compte. Quand la personne dort comme telle, c'est plutôt son conjoint qui va s'en rendre compte. Donc, de donner vraiment des cris, de parler très fort, de frapper, de bouger. C'est souvent des mouvements qui sont brusques et c'est associé au contenu du rêve. C'est-à-dire que si on réveille la personne durant ces mouvements-là, elle risque d'être capable de nous dire que c'est associé à un rêve. Par exemple, si la personne rêve qu'elle se fait attaquer par un loup et qu'elle a des mouvements de défense, des mouvements d'étranglement, elle frappe, elle court, ben, c'est un peu les comportements qu'elle va reproduire dans son lit. Donc, ça va être de frapper, de se protéger, de donner des coups. Pour un observateur, ça peut paraître un peu impressionnant, mais si on demande à la personne à quoi elle rêvait, souvent ces mouvements-là vont être associés au contenu du rêve. Et bien sûr, si les mouvements sont brusques, ça peut être associé à des risques de blessures. Donc, c'est vraiment important chez les gens qui ont ce problème-là de sécuriser l'environnement, de sécuriser la chambre. Donc, les lampes, les réveils matins, les cadres, essayer de les éloigner, s'assurer là, que peut-être mettre des coussins dans le lit, mettre des coussins sur le sol pour éviter justement ces blessures-là qui pourraient arriver. Il y a un traitement assez bon qui va permettre de réduire ces mouvements-là. C'est un benzodiazépine qu'on appelle le clonazepam. C'est le premier choix. Par contre, parfois, selon qui on est, on peut avoir des problèmes. On peut être à risque de faire de l'apnée, à risque de chute, à risque d'avoir des petites atteintes cognitives. Donc, on va privilégier un autre médicament qu'on appelle la mélatonine, mais son efficacité n'a pas été démontrée là, à 100%. Ça peut être une deuxième alternative si on a ce problème-là là, de rêve agité. Il y a une question qu'on peut poser parce que, bon, c'est sûr que c'est en laboratoire du sommeil qu'on va faire un diagnostic définitif de cette condition-là. Mais comme dépistage, bien, on peut demander cette question-là. Donc, vous a-t-on déjà dit, où croyez-vous que vous agissez vos rêves en dormant, par exemple, frapper, gesticuler, faire des mouvements de fuite? Et c'est important d'avoir, si vous avez un conjoint ou une conjointe, d'avoir l'avis de votre conjoint, conjointe ou d'un proche aidant ou de vos enfants s'ils demeurent à la maison avec vous et vont pouvoir confirmer ceci. Autre problème qu'on observe, on l'observe pas plus fréquemment dans la maladie de Parkinson, mais je veux vous en parler parce que c'est quand même un problème dont on n'est pas toujours conscient et on ne consulte pas toujours pour cette perturbation-là de notre sommeil. C'est ce qu'on appelle les apnées du sommeil, qui touchent environ 20% de la population générale et des gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, c'est durant la nuit des interruptions de la respiration plus ou moins fréquentes, plus ou moins sévères, mais l'air va être bloqué, d'accord, surtout par l'aspect au niveau de la gorge ici, il va y avoir un affaissement du flux adipeux, de la graisse, des muscles. Donc, ça va entraîner une obstruction des voies respiratoires temporaire parce que la personne va recommencer à respirer, mais ça peut arriver plusieurs fois durant la nuit. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que ces interruptions de respiration-là vont provoquer des éveils. D'accord? Notre cerveau va donner l'ordre de s'éveiller, ce qui fait que notre sommeil risque d'être perturbé. C'est-à-dire que ça va être un sommeil qui est non réparateur, c'est un sommeil qui, souvent, on ne parviendra pas à atteindre les phases profondes de notre sommeil. On va demeurer en sommeil léger avec des interruptions du sommeil fréquentes. Et tout ça accumulé va avoir une perturbation vraiment importante. On va être en déficit de sommeil. Et il y a quand même des traitements reconnus. Ici, il y en a plusieurs. Mais un des plus connus, c'est l'appareil à pression positive continue. Donc, on va injecter de l'air doucement à l'intérieur de votre système respiratoire, ce qui va empêcher l'obstruction. Donc, il va redonner cet oxygène-là. Il y a d'autres traitements également. Là, avec toutes les ressources que je vous donne à la fin, vous allez avoir accès à plus de détails concernant ces perturbations-là.
Et l'apnée du sommeil, ben, c'est une cause de somnolence. Comme je vous l'ai dit, si on a un sommeil qui est pas réparateur, si on a un sommeil qui est perturbé, nécessairement, durant la journée, on risque d'avoir de la somnolence. Donc, en traitant l'apnée, on améliore le sommeil et par le fait même, on peut améliorer la somnolence. Autre problème qui peut se développer, c'est que ces interruptions-là de la respiration vont créer un défi pour le système cardio-respiratoire. Le cœur va réagir à ces interruptions-là. Il va se mettre à travailler de façon tout à coup rapidement pour essayer de compenser le manque d'oxygène qu'il peut avoir. Suite au retour du débit d'air, il va arrêter de battre. Il va recommencer à battre rapidement. Donc, c'est vraiment un défi pour notre cœur. Donc, ça peut entraîner des problèmes cardiaques. Notre cerveau également risque de manquer d'oxygène et risque de manquer, pas de manquer, mais d'être perturbé par cet afflux sanguin-là qui varie beaucoup. Donc, à l'intérieur même de notre cerveau, les neurones peuvent réagir à ce manque d'oxygène-là et ça peut entraîner durant la journée, là, avec la fatigue, le manque de concentration, ça peut entraîner des problèmes un peu plus là, de tristesse excessive ou d'anxiété. Donc, non seulement l'apnée est importante à traiter pour le problème respiratoire, mais elle est importante à traiter également pour toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vigilance et sur les autres systèmes de notre organisme. Donc, quels sont les facteurs qui mettent à risque le sommeil? Bien sûr, celui qu'on ne peut pas changer. Tout le monde vieillit. Donc, l'âge est un facteur perturbateur de notre sommeil. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on voit apparaître avec l'âge? C'est une diminution du sommeil profond. Donc, le sommeil profond, qui est le sommeil le plus réparateur, ben, il y en a moins. D'accord? Le sommeil se fragilise. Donc, par le fait même, s'il y a moins de sommeil profond, il va y avoir un peu plus de sommeil léger. Et le sommeil léger, c'est le sommeil qui est le moins réparateur. Et c'est le sommeil qui est le plus près des éveils également. Donc, en fragilisant notre sommeil, on va faciliter les éveils et ces éveils-là vont être plus fréquents. Et ça, tout le monde va le vivre. Tout le monde qui vieillit va vivre à un moment donné ces aspects-là à des sévérités différentes. Il y a des gens pour qui ça va avoir peu d'impact. Il y a des gens pour qui ça va avoir un peu plus d'impact. Il y a également plusieurs changements physiques qui apparaissent avec l'âge. Il y a des changements hormonaux, à la fois chez l'homme et chez la femme, la ménopause, l'andropause. Il peut y avoir des problèmes, des envies d'uriner plus fréquentes qui vont faire que durant la nuit, ben, lorsque j'étais jeune, je me levais pas pour uriner. En vieillissant, je me levais une fois. Donc, je pouvais assez bien me rendormir par la suite. Mais parfois, ça peut être 2 à 3 éveils également qui vont se produire. Donc, ça fragilise ces épisodes-là durant lesquels on s'éveille et qu'on doit retourner dans notre sommeil. On pouvait prendre, lorsqu'on était jeune, plusieurs cafés durant la journée sans avoir d'impact, mais en vieillissant, on peut avoir une sensibilité plus importante à la caféine. Donc, attention au café, attention au chocolat. Plus de maladies également, plus de désagréments au niveau de notre santé, un peu plus de douleur également. Et bien sûr, on commence, il peut y avoir une prise de médicaments qui est plus élevée. Et tous ces facteurs-là peuvent avoir un impact sur notre sommeil. En vieillissant également, bon, on devient, pas pour tout le monde, mais on peut devenir un peu plus sensible aux événements qui sont stressants. On peut avoir un peu plus d'inquiétude. On va avoir traversé au cours de notre vie plusieurs deuils. Donc, cette accumulation de deuil-là peut nous fragiliser. Donc, c'est possible qu'on ait un peu plus de tristesse et que cette tristesse-là puisse euh, se traduire par une dépression, par exemple, ou des symptômes dépressifs. Et dans la dépression, ben, il peut se produire 2 choses. Soit notre sommeil va être plus fragilisé durant la nuit, ou soit on va dormir beaucoup plus. Donc, on va, durant la journée, avoir moins d'énergie. On va vouloir rester au lit plus longtemps, une fatigue également. Donc, à la fois par une perturbation de la qualité du sommeil, puis par une fatigue, une somnolence plus importante, ces événements de vie-là peuvent avoir un impact sur notre sommeil. En vieillissant, parfois, on devient plus sédentaire. Si on a la maladie de Parkinson en raison des problèmes moteurs, on peut également euh, changer nos habitudes de vie et devenir un peu plus sédentaire. La sédentarité peut augmenter la possibilité d'avoir des problèmes de sommeil et peut entraîner une augmentation des siestes qu'on va prendre, qu'on va faire durant la journée. Et plus on fait de siestes durant la journée, plus on risque d'avoir un impact sur notre sommeil qui est nocturne. Donc, veut pas, dans une journée, on a une quantité limitée de sommeil. Mais si durant la journée, on fait 2 ou 3 siestes, ben, nécessairement, le soir, on va moins bien dormir. Donc, souvent, les gens qui ont des perturbations du sommeil vont être tentés à faire des siestes plus fréquentes, mais c'est un cercle vicieux parce que ces siestes plus fréquentes-là risquent d'avoir un impact sur la qualité de notre sommeil nocturne. Dans la maladie de Parkinson, bien sûr, vous le savez, il y a des régions du cerveau qui vont être atteintes et parfois, ce sont des régions importantes pour le sommeil.
Et plusieurs régions de notre cerveau sont impliquées dans certains processus du sommeil. Donc, parfois, dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir une atteinte de ces régions-là. Donc, mis à part le vieillissement, mis à part tous les autres facteurs, la maladie de Parkinson comme telle, en raison de sa cause, peut avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Nos habitudes de vie, donc si vous consommez de façon excessive de l'alcool, du chocolat, de la caféine, si vous le faites à des heures avancées de la journée, ben, nécessairement, ça va avoir un impact sur notre sommeil. Et ce que je veux dire ici, c'est que jeune, vous pouviez prendre de l'alcool, du café, mais en vieillissant, on devient plus sensible. Donc, si cette quantité d'alcool et de café-là n'a pas changé, demeure la même, bien sûr, votre sommeil va en subir les conséquences. Et les siestes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, de faire des siestes trop fréquentes ou à des mauvais moments de la journée, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, peut avoir un impact sur la qualité de votre sommeil durant la nuit. Ça peut gruger du sommeil de bonne qualité. Donc, réduire les moments où votre sommeil est propice, là où la personne on est propice à dormir. Je le vis, on le vit tous. Des fois, on va faire une sieste vers 15 heures, 16 heures, 17 heures ou juste après le souper. Et on va sentir que cette nuit-là, ben, l'endormissement va être plus difficile parce qu'on a déjà eu, en quelque sorte, un peu de sommeil durant la journée. Ça, c'est des choses assez générales, donc une mauvaise gestion de notre stress, des horaires de sommeil qui sont variables. Le sommeil, c'est un comportement qui a besoin de régularité, qui a besoin d'un horaire qui est relativement bien routinier. Donc, et encore là, lorsqu'on est jeune, on peut modifier notre routine, notre sommeil va s'adapter parce qu'on notre capacité physique à s'adapter, elle est là. Mais en vieillissant, notre corps, notre physique se fragilise. Donc, d'avoir des horaires de travail, par exemple, ou des horaires de vie qui sont très variables peut avoir un impact sur la qualité de notre sommeil. Et je peux pas passer à côté de ce qu'on appelle les stimulations lumineuses excessives, donc avec l'apparition des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des tablettes et même l'habitude de regarder la télévision avant de se coucher, ben, il y a de la lumière. Et la lumière, ce que ça envoie à notre cerveau, c'est tu dois être éveillé, d'accord? La source lumineuse, lorsqu'elle atteint notre cerveau, elle donne l'ordre à notre cerveau d'être éveillé, d'être attentif, d'écouter. Donc, d'avoir cette stimulation lumineuse-là avant de se coucher, ben, c'est une mauvaise habitude. Surtout la lumière bleue. Maintenant, sur les écrans, on peut modifier notre lumière. Moi, j'ai une tablette Apple. Je crois que c'est sur toutes les tablettes. Il y a possibilité d'avoir une lumière qui est plus douce, qui est plus orangée. Donc, c'est pour vous, parce que pour certaines personnes, de lire avant de se coucher, c'est une bonne habitude. C'est-à-dire que c'est une habitude qui, pour eux, favorise leur sommeil. Donc, je suis pas en train de dire d'éliminer les sources lumineuses. Si vous utilisez des sources lumineuses et que pour vous, ça facilite le sommeil, c'est mon cas. Moi, de lire avant de me coucher, justement, ça m'aide à dormir. Et même de lire sur ma tablette, par exemple, les nouvelles ou quoi que ce soit. C'est sûr que d'écouter des vidéos, d'écouter des contenus qui sont stimulants, c'est pas une bonne idée. Et si vous tenez quand même à garder téléphone, tablette et que le fait de lire les nouvelles, par exemple, ça favorise votre sommeil, ça vous aide à vous endormir, bien, au moins changer la lumière, mettre une lumière plus orangée, plus douce, qui va avoir moins d'impact sur votre réveil. Médication, je vais en parler très peu, c'est pas mon champ de compétences, mais c'est possible que certains médicaments qu'on donne pour le traitement de la maladie de Parkinson puissent fragiliser le sommeil. Par contre, on n'a pas beaucoup d'évidence claire et solide que telle molécule va avoir telle conséquence sur le sommeil. C'est vraiment, je crois, d'en parler avec votre médecin. Si, suite à la prise de certains médicaments, vous vous rendez compte que votre sommeil en subit des conséquences, ça vaut la peine quand même de voir s'il n'y aurait pas d'autres alternatives, s'il n'y aurait pas des possibilités. Donc, certains médicaments peuvent provoquer un sommeil qui est plus léger. Par contre, d'autres peuvent favoriser votre sommeil, c'est-à-dire que si les problèmes moteurs ont un impact important sur votre mobilité durant la nuit et que ceci provoque des éveils prolongés, ben là, la médication dopaminergique prise juste avant de dormir pourrait peut-être favoriser. Donc, il faut vraiment regarder avec votre médecin les pour et les contre de l'utilisation de certaines médications pour traiter votre Parkinson. Donc, si vous vous plaignez de la qualité de votre sommeil, si vous notez des changements, si votre entourage note des changements, on peut se sentir isolé. Ça peut être lourd à porter. Donc, qu'est-ce qui est suggéré? Qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'en parler d'abord, oui, à des membres de votre famille, peut-être, mais également à votre médecin. Si vous avez un médecin de famille, tant mieux. Si c'est votre neurologue, lorsque vous le voyez, bien, parlez-y.
Parlez-lui de ces difficultés-là. Il existe des questionnaires de dépistage. S'il vous en fait pas passer, vous pouvez lui dire que vous avez écouté une conférence dans laquelle il y avait ces questionnaires de dépistage-là. Donc, vous pouvez insister pour qu'on vous les administre, pour qu'on ait pas une façon objective, mais qu'on puisse quand même objectiver de façon un peu plus importante que votre plainte, ben, elle est réelle. Il se passe quelque chose. Suite à ça, il peut y avoir un ajustement de votre médication, comme je viens de vous le dire. Et si là, le médecin suggère d'aller un peu plus loin parce que pour lui, c'est pas clair qu'est-ce qui pourrait causer. Donc, le dépistage montre quelque chose de positif, mais on veut préciser qu'est-ce que c'est pour avoir un bon traitement, pour avoir bien définir quelle est la cause. Il pourrait y avoir une investigation dans un laboratoire spécialisé, une clinique de sommeil. Il existe également des investigations qui se font à la maison. Donc, il y a des appareils pour l'apnée, entre autres. On peut dormir à domicile pour établir, objectiver ces problèmes-là. Donc, à la fois en clinique ou à la maison, il y a des possibilités de pouvoir investiguer un peu plus la qualité de votre sommeil. Et vous devez, ben, suite à ça, si vous notez des changements, ça serait peut-être une bonne idée d'identifier dans votre environnement, est-ce qu'il y a des éléments perturbateurs? Non seulement est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui viennent perturber votre sommeil, ou est-ce qu'il y a des éléments qui ont toujours été là, mais que cette fois-ci, ça prend un peu plus d'importance? Donc, regardez un peu tout ce qui concerne un peu ce que j'appelle la santé mentale, sans demeurer là, dans les stéréotypes, mais est-ce qu'il s'est produit des nouveaux stress, des changements de vie, des pertes, des nouveaux conflits dans votre entourage? Donc, déjà d'avoir un diagnostic de maladie de Parkinson, c'est un stress, c'est un élément perturbateur, mais il y a tout autre changement de vie comme un divorce, par exemple, la perte d'un être cher, les petits-enfants qui vivent des difficultés, un déménagement, ben tout ça, le corps est sensible à tout ça. Votre sommeil risque d'avoir un impact et d'être impacté, là, j'aime pas le terme, mais d'être altéré en raison de ces nouveaux stress-là qui arrivent. Et on passe tous à travers certains stress, mais il y a des stress qui vont demeurer plus longtemps et ce qu'on appelle des stress chroniques. Donc, c'est important de justement de les identifier et de bien les nommer pour s'assurer que notre sommeil n'en subit pas trop de conséquences et si c'est le cas, de pouvoir intervenir. Il peut y avoir également une anxiété plus importante. Donc, auparavant, vous étiez quelqu'un de relativement zen dans la vie de tous les jours, mais avec le temps, peut-être qu'il y a des nouvelles inquiétudes, de l'anxiété qui va se développer. Donc, d'être bien sensible à ça parce qu'une anxiété importante va empêcher nécessairement le sommeil de bien se produire. C'est le petit hamster qui court dans la tête. Donc, si on a des préoccupations, des inquiétudes et une anxiété, ben, notre cerveau va avoir de la difficulté à se calmer. Notre corps également va avoir de la difficulté à se calmer. Donc, ça peut entraîner des problèmes d'insomnie. Même chose pour la tristesse excessive. Donc, je parle pas d'une tristesse qui nous arrive à tous, mais vraiment d'une tristesse qui est prolongée, qui est sévère, qui est importante. Ben, ça peut avoir deux conséquences. Soit qu'on risque d'être plus fatigué, donc avoir envie de rester au lit, de faire moins d'activité, ou au contraire, ça peut perturber la qualité de notre sommeil. Donc, je vous conseille de demander de l'aide, d'essayer de voir avec votre médecin s'il n'y a pas des médications qui pourraient cibler ces autres problèmes-là. Certaines thérapies, des groupes de soutien, des associations, l'activité physique, mais également le contact social avec des gens, ce sont des choses importantes qui peuvent protéger, sécuriser, améliorer notre santé mentale si on a des périodes où c'est un peu plus difficile. Je vais aborder plus spécifiquement l'insomnie parce que c'est probablement l'un des sommeils qui est un des problèmes de sommeil qui nous perturbe le plus. Donc, ce sont des difficultés à initier, à maintenir le sommeil. L'insomnie n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des facteurs qui prédisposent, il y a des facteurs qui précipitent et il y a des facteurs qui vont entretenir ces mauvaises habitudes-là. Je passe rapidement parce que je vais vous référer ici à l'adresse, ce site-là qui est la clinique d'insomnie du CHUM, je crois, qui a tout un document PDF que vous pouvez télécharger qui fait une très bonne revue. Donc, on parle de ces facteurs de prédisposition, on parle de ces facteurs qui vont précipiter et les facteurs qui vont entretenir. Par exemple, si à la base, vous êtes une personne anxieuse et qu'il arrive un facteur prédisposant, les facteurs prédisposants, ils sont ici. Ça peut entraîner une insomnie aiguë. Donc, pendant un certain temps, quelques jours, ça va être plus difficile de dormir et ça peut revenir à la normale par la suite. Par contre, s'il y a des facteurs précipitants qui s'ajoutent et des facteurs d'entretien qui s'ajoutent,
là, l'insomnie aiguë risque de devenir chronique, c'est-à-dire qu'elle va être présente plusieurs soirées par semaine et pendant plusieurs semaines. Donc, j'en rentre pas plus dans les détails parce que le temps va manquer, mais je vous suggère fortement, si l'insomnie est dans votre vie, d'aller voir ce document-là ici. Bien sûr, lorsqu'il y a une insomnie qui est aiguë, qui s'installe en raison de facteurs stressants, de situations de crise comme un deuil, un divorce, parfois la prise de somnifères peut aider justement à bien gérer ces moments-là. Par contre, on déconseille les somnifères pour une fréquence qui est élevée pour diverses raisons. Selon le somnifère qu'on prend, il peut y avoir des conséquences des difficultés à s'adapter, des problèmes dans la vie, lorsqu'on est éveillé. Donc, parlez-en bien à votre médecin lorsque vous décidez là, de prendre un somnifère. Il y a des techniques de relaxation. Et ce qui est vraiment très bien connu et qui est efficace, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale cognitive. C'est un traitement spécifique de l'insomnie dans lequel on va travailler sur les comportements, les habitudes de vie, les pensées qu'on peut avoir, ça se fait de façon individuelle ou en groupe. Et c'est environ 8 sessions d'une durée d'1 heure. Et cette thérapie-là, elle est résumée dans l'excellent livre ici de Charles Morin, qui est un spécialiste à Québec sur l'insomnie. Donc, vaincre les ennemis du sommeil, parce qu'avoir accès à une thérapie, c'est pas toujours facile, il y a une liste d'attente. Donc, de lire ce livre-là va déjà nous donner certains outils pour appréhender l'insomnie. Je vais passer un peu rapidement ici. Ça concerne l'hygiène de vie. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, l'important pour avoir un sommeil, en fait, la façon de sécuriser notre sommeil le plus possible, c'est d'avoir une routine. Donc, c'est de diminuer les facteurs qui peuvent aggraver et de favoriser les facteurs qui peuvent favoriser le sommeil. Donc, comme je disais tout à l'heure, des repas copieux, le café, du vin de façon ou de l'alcool de façon trop importante, les sources lumineuses, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je passe rapidement. Bien sûr, d'adopter un rythme de vie qui favorise une bonne gestion du stress, activité physique, contacts sociaux, de vous maintenir actif à tous les points de vue, malgré la maladie, malgré parfois la tristesse, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent favoriser notre sommeil. Donc, bien gérer les émotions. C'est pas le temps avant le sommeil d'avoir une grosse discussion avec vos enfants ou avec votre conjointe pour régler des problèmes. Ça va laisser des traces, ça va laisser des inquiétudes et ça va être difficile par la suite de dormir. Donc, la routine, elle est très importante, comme un enfant. Désolé, là, je dis pas ça pour vous infantiliser, mais je le vis moi-même, je le vis avec mes enfants. Donc, vraiment de préparer notre sommeil, c'est-à-dire qu'une heure avant le sommeil, déjà, là, adopter une routine de se mettre en pyjama, aller aux toilettes, brosser les dents, préparer notre petite routine, un petit verre d'eau. Donc, de faire ces choses-là en étapes, c'est comme si on préparait notre cerveau à ce que le sommeil s'en vienne. Donc, de bien établir cette routine-là, c'est comme si on disait à notre cerveau, regarde, je vais aller dormir dans quelques minutes, prépare-toi à accueillir le sommeil en quelque sorte. Donc, cette routine-là, comme pour les enfants, va aider. Pour le reste, écoutez, vous allez avoir accès, je vois qu'il reste 15 minutes et je vais répondre à vos questions. Vous allez avoir accès à toutes ces informations-là. C'est des choses relativement simples. Je regarde rapidement s'il y a des choses que je pourrais détailler un peu plus. Par rapport aux siestes, je vous dis pas de ne pas en faire, mais je vous dis que parce qu'une sieste peut être vraiment réparateur, peut aider. Mais si vous faites une sieste, pour pas que ça ait un impact sur votre nuit de sommeil, c'est important qu'il y en ait une seule sieste d'environ pas plus que 20 à 30 minutes et que ça soit fait avant 14 heures. Parce que ça a été démontré que si les siestes sont plus longues ou se produisent plus tard que 14 heures, là, il peut y avoir un impact sur votre sommeil. Donc, on parle des différentes croyances, des attitudes qu'on a par rapport au sommeil. On retrouve ça dans le livre de Charles Morin dont je vous ai parlé. Lorsqu'on souffre d'insomnie et qu'on rentre dans un processus de traitement dans lequel on veut changer nos habitudes, dans lequel on veut modifier des choses, ben c'est pas facile. Il peut y avoir des rechutes. Donc, c'est important de ne pas trop s'attarder à ces rechutes-là. C'est pas vrai qu'on va traiter l'insomnie d'une façon idéal et stable après quelques essais. Ça va demander parfois plusieurs essais. Il va y avoir des mauvaises nuits qui vont se présenter, mais il faut se dire que lorsqu'on a atteint un certain niveau dans lequel les bonnes nuits reviennent, ben des mauvaises nuits risquent d'être suivies de bonnes nuits, justement, si on respecte bien ces changements-là d'habitude et de croyances. Donc, ne pas s'en faire avec les rechutes. Ça arrive, tout le monde en vit.
Faire appel aux ressources, ben, vous le faites déjà avec le Parkinson Québec, mais votre médecin, ça peut être des psychologues également. Je sais qu'il y a des listes d'attente incroyables pour les psychologues, mais il y a des psychologues spécialisés en insomnie qui peuvent vous aider. Parfois, certaines médecines non traditionnelles qui ont montré des belles évidences. Encore là, ça demeure parfois un peu fragile, mais l'acupuncture il y a certaines évidences qui montrent que ça peut aider pour le sommeil. Et je vous laisse ici, en fait, c'est probablement la diapo la plus importante parce que, comme je l'ai dit au début, je suis un universitaire, je vous ai donné, dans le fond, ce que je vais vous donner, c'est une référence, là, ce PowerPoint-là. Vous allez le digérer par la suite, vous allez j'espère le relire, et si ça vous concerne vraiment beaucoup, vous allez détailler, relire les choses, et vous allez, avec les ressources qui sont ici, approfondir certains aspects. Donc oui, il y a le livre sur l'insomnie de Charles Morin. Il y a une fondation sommeil au Québec. Il y a une fondation plus canadienne qu'on appelle Dormir là-dessus. Il y a le site du CHUM dont je vous parlais tout à l'heure sur l'insomnie. Bien sûr, il y a Parkinson Québec, dont vous déjà allez chercher les ressources. Et il existe un réseau au Québec qu'on appelle le réseau Parkinson Québec. C'est un vaste réseau dans lequel on recrute des gens qui ont la maladie de Parkinson pour leur offrir, non seulement pour évaluer là, plein d'aspects, dont le sommeil, pas le sommeil en laboratoire, mais il y a quelques questionnaires de sommeil qu'on peut passer. Mais ce réseau-là permet, dans le fond, de contribuer à la recherche et si jamais il y a des avancées qui sont faites, ben, vous allez être en première ligne pour, je l'espère, assister à ces nouvelles interventions-là. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis allé rapidement à la fin. Je voulais vraiment m'assurer qu'on ait quand même un bon 10 minutes pour discuter, pour répondre aux questions. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux ou trois questions pour vous. Les attaques de sommeil peuvent-elles entraîner une interdiction de conduire? Donc, c'est une question assez médicale. Je vais être prudent dans ma réponse. Effectivement, au cours des années 2000, il y a eu des cas qui ont été rapportés dans la littérature. En fait, c'est des gens qui s'étaient endormis durant la conduite de leur véhicule. Donc, des gens à qui c'était jamais arrivé et que tout à coup, ils décrivaient vraiment une attaque soudaine. Quand je dis une attaque, c'est que ça prend quelques secondes où il y a cette envie vraiment forte, irrésistible de dormir. Ça ressemble un peu à des comportements qu'on a ça dans la narcolepsie. Donc, je suis pas en train de dire ici que c'est de la narcolepsie, mais la narcolepsie, c'est vraiment, c'est une propension importante à somnoler et les gens décrivent ces attaques de sommeil-là qui peuvent survenir. Et oui, je crois, là, je vais demeurer prudent dans ma réponse, mais c'est possible que votre médecin ou selon la médication que vous prenez, ça puisse peut-être entraîner mais ça, c'est tout un aspect que vous devez voir avec votre médecin. Ça concerne la SAC également, là, la Société d'assurance automobile. Je me réserve j'irai pas plus loin dans ma réponse parce que je ne suis pas spécialiste et pas au courant des dernières recommandations par rapport à ça, mais c'est possible, oui. OK, merci. Euh, Est-ce que la difficulté à maintenir le sommeil est due au manque de dopamine? Ça pourrait, mais je vous dirais là, le phénomène que j'observe en laboratoire et dans mes recherches, c'est que les gens qui ont la maladie de Parkinson vont avoir cette plainte de sommeil-là, que je décrivais au début, qui est plus importante que dans le vieillissement normal. Par contre, lorsqu'on mesure quantitativement le sommeil des gens en laboratoire, on note peu de différence. Ça ne veut pas dire que la plainte est pas importante. Au contraire, la plainte est très importante. Donc, probablement que cette plainte-là, c'est une fragilisation du sommeil qu'on n'arrive pas à observer comme tel lorsqu'on compare là, un sommeil de gens qui ont le Parkinson et de gens qui n'ont pas le Parkinson. On ne voit pas ces grosses différences-là. Donc, cette fragilisation-là du sommeil, c'est probablement dû effectivement à ces périodes d'éveil fréquents-là et cette difficulté. Le manque de dopamine à ma connaissance, n'a pas un impact majeur là-dessus. Ce qui va avoir un impact majeur là-dessus, c'est plutôt les crampes, les douleurs, les difficultés à se mouvoir dans le lit, qui vont faire que lorsqu'on se réveille, il y a un inconfort physique qui va apparaître. Donc, par l'entremise, oui, du système dopaminergique, parce que ça a un atteinte sur la motricité, c'est plutôt par l'aspect moteur qu'il va y avoir un impact sur les éveils, parce que la dopamine comme telle
n'est pas une substance qui est fortement impliquée dans le sommeil. Donc, si on mesure de façon quantitative le sommeil des gens qui ont Parkinson, chez qui on observe un manque de dopamine, on ne peut pas quantifier de façon importante des changements. Donc, la piste de la dopamine, on ne doit pas l'exclure totalement, mais Mm. c'est probablement pas le manque de dopamine qui crée les difficultés de sommeil comme tel. C'est plutôt l'atteinte de d'autres systèmes ou des problèmes qui sont autour du Parkinson, dont les problèmes moteurs. OK, merci. Est-ce que les rêves agités induisent le freezing ou le blocage de la marche? C'est, à ma connaissance, ça n'a pas été démontré que ces rêves agités-là induisent le freezing. Par contre, le freezing, les problèmes de posture, les problèmes à la marche sont plus fréquents chez les gens qui ont le Parkinson et les rêves agités. Donc, c'est probablement seulement une association, mais pas un effet de cause à effet. Donc, à ma connaissance, ça n'a pas été démontré que c'était le cas. Par contre, c'est possible que les gens qui ont à la fois ces rêves agités-là aient également des difficultés motrices peut-être plus importantes ou cet aspect-là, justement, de freezing et de problèmes au niveau de la posture. C'est possible qu'il y ait une association entre les deux, mais qui n'est pas une association de cause. Euh, Quelqu'un ici qui a l'apnée du sommeil avec le masque, il utilise le masque, ça perturbe son sommeil. Est-ce que vous auriez des trucs à ce niveau-là? Oui, ça perturbe son sommeil et le sommeil souvent de notre conjointe ou conjoint qui dort avec nous. Mm. Euh, Honnêtement, je vous demanderais, parce que, et ça, n'étant pas médecin, n'étant pas spécialisé en apnée du sommeil, je pense qu'il faudrait vraiment en parler avec soit votre médecin, le spécialiste qui vous suit, ou la compagnie qui vous a fourni cet appareil-là pour essayer de voir est-ce on peut regarder le calibrage, est-ce qu'il y a il y aurait des trucs, des outils pour permettre de tolérer un peu mieux cet appareil-là. C'est sûr qu'au début, ça va créer un inconfort. Ce que je connais de mon entourage ou des gens qui l'utilisent, c'est que si on persévère à un moment donné, non seulement on réussit à s'habituer, on risque de réussir à s'habituer, mais ça peut avoir vraiment un impact important sur l'amélioration de notre vigilance durant la journée. Donc, si on vous a identifié un problème d'apnée et que ce traitement-là, c'est difficile pour vous de le tolérer, essayez de voir là, d'attaquer le problème de différentes façons, soit en communiquant avec les responsables, les médecins ou la compagnie, ou essayer de voir, là, d'essayer de justement de persévérer, euh, voir s'il est bien installé également. Donc, tout ça, ça doit être vu un peu avec les responsables de la confection du masque. Pour la dernière question, mais je pense que vous l'avez mentionné dans votre présentation concernant les écrans. Est-ce que d'écouter beaucoup la télévision avant le sommeil nuirait au sommeil? Si c'est une habitude que vous avez toujours eue et que ça vous permet de vous endormir parce que ça vous met dans un état de relaxation, de somnolence, je vous dirais, si ça a toujours été là, vous pouvez le conserver. Si ça a toujours été là et que vous sentez qu'au cours des derniers jours, semaines, ça entraîne une activation, ça crée un effet que vous n'aviez pas avant et que cet effet-là sur votre cerveau, la lumière, la fatigue, et que cet effet-là peut avoir un impact sur votre sommeil, là, je vous dirais de reconsidérer cette habitude-là, de voir si cette habitude-là ne serait pas à changer. C'est très rare qu'on va commencer à écouter la TV là, lorsqu'on est âgé de 40, 50, 60 ans. Souvent, c'est un comportement qu'on fait depuis longtemps. Mais pour les gens qui ont jamais fait ça, ben, je vous conseillerais de ne pas le faire. Encore là, je ne vais pas dicter votre vie, bien sûr, mais c'est certain que cette nouvelle source lumineuse-là risque d'avoir un impact sur votre sommeil. Tout comme les écrans et les téléphones, ben, ça fait 10-15 ans que c'est apparu, à peu près les téléphones et les écrans. Donc, c'est une nouvelle habitude qu'on a intégrée dans notre vie et ça peut soit nous stimuler par le contenu de ces choses-là, où la lumière peut stimuler notre cerveau. Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement de ne pas associer les deux, là, comme on fait avec les ados. Moi, j'ai des ados et je leur mets des règles très strictes sur l'utilisation avant le sommeil des écrans ou des jeux. Donc, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même conseil que je vais vous dire. Ce sont des appareils qui sont faits pour provoquer l'éveil. Mm. Donc, nécessairement. Puis pour répondre un peu plus à la question de la télé, ça dépend vraiment de vos habitudes antérieures et est-ce que ça a un impact ou non actuellement sur votre vie, le fait d'écouter la télé, sur votre sommeil.
Oui, ça génère du stress ou des sentiments négatifs, de la grande tristesse. Si c'est par le contenu de ce que vous écoutez, parce C'est que ça. actuellement, les nouvelles, c'est pas joli. On parle Non. beaucoup de guerre, on parle beaucoup de... C'est sûr Oui. que si le contenu de ce que vous écoutez a un impact, je vous dirais de revoir ce que vous écoutez par la suite. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Gagnon. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je l'ai trouvée très proactive dans les solutions pour que la communauté dorme bien. Les références vont être très utiles. Je suis convaincue que les gens sont contents. C'est quelque chose que j'entends souvent parler sur la ligne 1-800. C'est un grand besoin de la part de la communauté et merci mille fois d'y avoir répondu. Ça Euh, fait je, plaisir. je remercie aussi Héloïse pour le soutien technique, Diane pour nous aider à avoir les enregistrements, pas les enregistrements, mais les inscriptions pour le webinaire. Et vous, tous les participants, merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de se trouver en compagnie avec vous, vous donner de l'information reliée au Parkinson. Le prochain webinaire, ce sera le 30 novembre avec Madame Hélène Deutsch et le thème abordé sera la constipation, pardon. Alors, je répète, le 30 novembre à la même heure, 14 heures. Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé après le webinaire dans le but de savoir qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez des idées, des thèmes à aborder dans le futur, est-ce que c'est une façon de fonctionner qui vous convient? Alors, on vous encourage à le remplir pour mieux vous servir et c'est confidentiel. Et le dernier point, si vous avez besoin de parler de la maladie de Parkinson, avoir de l'information ou un soutien moral, je vous invite à téléphoner notre ligne 1-800-720-1307, le poste 271. Alors, merci encore tout le monde et je vous souhaite de passer une belle fin de journée, une belle soirée et prenez bien soin de vous et dormez bien. Bye bye. Merci. Merci.